La question qui me vient là tout de suite, elle est en lien avec quelque chose que je traverse et que j'aime bien appeler la rupture et la transition. Pour moi, c'est deux choses qui sont vraiment ensemble, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui traverse beaucoup de gens en ce moment, individuellement et collectivement, de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se rompre, un équilibre apparent qui était là et qui soudain semble inexistant, ou bien on se demande s'il a déjà existé même. Et un sentiment peut être là de comme d'être abandonné ou de perdre toute forme de certitude, de sécurité. Et sachant que c'est quelque chose qui peut toucher chaque personne, comment vous approchez ce genre de période, ce genre de passage? La première chose, c'est de réaliser que c'est une chance. C'est de le voir comme une opportunité. Parce qu'avant, la structure personnelle avait son confort, avait sa sécurité, elle pouvait tenir ses défenses, ses contrôles plus ou moins inconscients. Et soudain, ça s'effondre, ça s'effrite, ça lâche, ça croule, et alléluia. Vive le chaos, vive l'effondrement, vive la dépression, parce que ça va contester ces schémas, ces habitudes, et le conditionnement identitaire lâche, et rien de ce qu'on avait construit, qu'on pourrait essayer de reconstruire, n'est réel, n'est vraiment réel. Tout ça, c'était un imaginaire. L'imaginaire tombe, et ça nous force quelque part à aller regarder qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est à la source, quelle est la trame derrière ce cinéma. Donc la première chose, c'est célébrer, se réjouir, voir la chance à l'œuvre, ce qui n'est pas toujours facile quand c'est le chaos. Et se rappeler que ce qui s'effondre, c'est seulement les constructions. Il faut avoir construit quelque chose pour qu'il y ait effondrement. Et quand tu pars de ce qui n'est pas construit à l'intérieur, ça ne peut pas s'effondrer. Et c'est se souvenir que cette absolu, cette pure conscience que nous sommes, comme elle n'a jamais été construite, comme c'est pas un imaginaire, comme c'est pas quelque chose d'un aspect qu'on a échafaudé, ça pourra jamais s'effondrer. Donc, laisse tout s'effondrer en te souvenant que ce qui s'effondre, c'est seulement des constructions mentales, des constructions égotiques, et finalement quelque chose qui n'a pas de fiabilité. Parce que si tu observes depuis que tu es né, ben, tu peux dire, bah tiens, ça c'est apparu, c'est mort, ça c'est apparu, c'est mort, ça c'est apparu, c'est mort. Et tout au cours de ta vie, tu vois ces changements qui vont et qui viennent. Et quand tu le vis, ça paraît comme j'ai un deuil à faire, je vais perdre quelque chose. C'est juste que c'est une habitude sur laquelle tu as fondé ton existence. Mais en fait, comme ce n'est pas, comme ça n'a pas de fondement réel, on peut dire, c'est bien. Tu le laisses et tu vois que dessous, quand tu reconstruis plus rien, c'est là où tu peux vraiment découvrir ta nature véritable, ce qui ne pourra pas être ébranlé, ce qui ne pourra pas mourir, parce que c'est jamais né. Est-ce que ça te paraît possible de saisir l'opportunité, on va dire? J'ai pas la sensation d'avoir le choix. Parfait. Et donc que je fais ce que tu dis, Jean-Philippe, je remercie. Et je me contente de ça pour l'instant.
parce que ça se fait tout seul. Mais ce qui me venait en vous écoutant, c'est que Muriel, que tu parlais de cette présence, enfin ce qu'il y a derrière, ça peut pas s'ébranler, donc je peux juste arrêter de construire. Donc pour moi, il y a une sorte de confiance à laisser émerger de, en fait, il n'y a pas besoin de reconstruire, il n'y a pas besoin de... Ce qui me vient, c'est construire des murailles. Mais entre-temps, pendant que ça se déconstruit et qu'on se retient peut-être de reconstruire en retour, il y a une forme d'espace vide qui est là. Et comment prendre la mesure de ce vide avec, comme une respiration, comme quelque chose de plaisant, et pas comme une angoisse. Ce vide est angoissant pour la structure identitaire. Nous sommes identifiés à un personnage, à cette construction. La construction s'effondre, et tant qu'il y a identification, il y a une espèce d'angoisse qui est à l'œuvre. Et donc, c'est d'utiliser ce processus pour lâcher le plus possible ces préhensions que nous avons mises sur cette identité. Et avant, nous nous prenions pour l'acteur qui est en train de se disloquer, mais tout ça est vu dans le champ du témoin. Et donc c'est l'occasion d'ancrer par l'expérience que ce témoin, on va dire qu'il y a aussi ce vide, c'est l'autre façon de parler de ce vide, constate cet effondrement en lui-même et que rien n'est ébranlé. Qu'est-ce qui peut ébranler le vide? Rien ne l'ébranle, quoi. Et donc, quand nous constatons que ce vide est inébranlable et intangible, alors il y a une tranquillité qui se met, qui est indépendante des situations et du jeu des causes et effets. Mais c'est important d'utiliser l'expérience en cours pour s'ancrer en tant que ce témoin. Et le vide, c'est toi-même. Comment pourrais-tu avoir peur de toi-même? C'est vraiment précisément ce que j'ai pu ressentir, les moments où je peux voir en moi de l'angoisse qui monte du fait du vide, et où je vois qu'en fait, la seule chose qui me crée cette angoisse, c'est le miroir, en fait. Et je ressens comme le miroir, du coup, avec la conscience, ce miroir, comme il est exigeant et comme il est responsabilisant. Et il y a quelque chose comme si c'était trop grand, peut-être, quelque chose comme ça. Comme si, du coup, en étant encore un peu identifié, il y a cette impression que je ne peux pas, le jeu ne peut pas contenir cette grandeur. Et comme une incrédulité de mais comment c'est possible? C'est ça. J'y crois parce que ça m'arrive, mais en même temps, j'y crois pas totalement. Et j'ai peur. Ouais. Et tu dis précisément, je ne peux pas le contenir parce que je est contenu dans cette origine de toi-même. Et donc le je, finalement, se dissout en cela et ne peut pas être maintenu parce que qui a peur de cette immensité? Et ça, c'est une bonne question à se poser, c'est qui a peur du vide? Qui appréhende? En fait, c'est ce je personnel, cette construction, parce que ça paraît gigantesque comparé à sa petitesse. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que je n'ai rien face à l'immensité. Je est une construction, une émanation apparente, un mouvement au sein de la conscience, mais qu'on a pris pour vrai, pour étant le centre. Mais finalement, non, c'est juste une émanation momentanée de la conscience, mais cette grandeur devant laquelle je tremble est juste son origine, sa source, c'est-à-dire qu'il a pris naissance en cela, il peut complètement s'abandonner à cela et se dissoudre parce que je
je n'a pas besoin de sa limite pour exister. Quoi. Et donc dans ces circonstances, je n'a rien à faire. Je a juste à s'incliner, à s'abandonner et à se laisser cette dissolution en cours œuvrer. Et donc le mieux que ce je puisse opérer, c'est cette dédiance à l'œuvre en cours. Hein, et laisser ce je disparaître avec les illusions qui le composaient. J'adore comme tu dis, parce que c'est beaucoup de lucidité, quoi. Ce que tu dis, c'est la panique du je face à cette immensité, je ne peux pas le contenir. C'est tellement vrai, quoi. Je ne peux pas contenir l'immensité parce que c'est l'immensité qui contient le je. Et où là, il n'y a qu'un, puisqu'il n'y a que cette immensité finalement. Et c'est cet abandon, donc c'est vraiment cet abandon à toi-même, cet abandon à cette immensité, peu importe le nom qu'on lui confère, cet abandon est plénitude, est révélation, parce que quand le je s'abandonne à ce qu'il est au soi, il se résorbe en lui-même et se révèle à lui-même non plus comme une entité séparée du monde, mais comme étant tout. Et là, il y a la paix profonde et il y a la félicité simplement qui brille de soi parce qu'elle était toujours là, mais ça te demande de quitter la scène, ça te demande de quitter cette croyance en l'acteur, en ce je qui est séparé. Mais je, ça représente des millénaires d'habitude. Donc il y a une fixation qui s'est mise sur ce je. Tu vois, et donc c'est accepter la déconstruction, dissolution de toute cette pesanteur d'habitude. C'est à la fois extrêmement libérateur, c'est l'arrêt de la souffrance, de la pesanteur égotique, c'est l'entrée dans les grandes vacances de l'être, et en même temps, il y a ce mouvement de suspension là que tu peux nous décrire. Oui, cette attente, comme un peu une bulle de savon qui attend, quoi, avant de se répartir à nouveau. Et je pense que cette image me vient parce que moi, ma question qui peut être souvent là, parce que j'aime beaucoup créer, et j'aime créer avec l'inspiration, c'est quand je suis dans cette phase de suspension, c'est quoi après? Et est-ce que je peux vraiment, est-ce que ça va vraiment jaillir? Enfin, il y a vraiment quelque chose où dans les phases de transition, et moi j'ai pu vivre avec une phase d'épuisement, où je peux connaître des gens qui sont dans des phases comme ça où ils savent pas où ils vont. Et il y a cette sorte de... La seule chose moi qui a pu me soutenir, c'est au bout d'un moment de me dire si ça se trouve ça va durer pour toujours. Et en fait il faut que j'accepte que ça va peut-être être pour toujours comme ça, peut-être pas, peut-être, et qu'en fait c'est pas à moi de décider. Et puis il y a cette habitude de projeter sur le futur, tu vois, d'attendre l'instant d'après. Mais si tu demeures vraiment ta véritable nature, elle n'est que maintenant. Et donc, si tu demeures maintenant, tout va et vient, rien ne dure, à part cette pure conscience que tu es. Et tu vois que ce qui va mettre une tension, c'est ta projection sur après, demain, plus tard. Et si ça dure, et si... Mais maintenant, qu'est-ce qui est donné, qu'est-ce qui est révélé, qu'est-ce qui est là? Et de te poser la question, qui est impatiente, ou qui veut que ça s'arrête, ou qui... Tu vois, c'est quoi l'identité de nouveau qui s'accroche? Juste, ok, maintenant, ici, maintenant, c'est quoi qui est vrai? Demain, tu ne sauras jamais. L'ego veut faire. L'ego, il est toujours dans cette quête d'un après, d'un devenir. Et
Donc il va essayer de reproduire un fer dans ce processus. Et donc il y a une volonté qui va essayer de se mettre. Et le mieux qui est possible, c'est de laisser faire, de laisser traverser, être vraiment dans cet abandon, parce que le paradigme qui s'ouvre, c'est pas celui d'un quelconque fer, c'est l'arrêt de tous les fers, parce que à ce moment-là, quand la présence s'ouvre, l'action est soufflée, l'action est surgissement perpétuel, donc elle n'est jamais voulue, tu vois, elle apparaît dans le champ de la présence, et tu peux déjà quelque part t'ouvrir à ce paradigme, à ce goût, hein, te laissant faire, en le laissant venir, et dans la confiance que ce qui est nécessaire apparaîtra, et que dans cette soumission à ce processus, cet abandon à ce processus, ben c'est aussi les engrammes de volonté qui se dissolvent. Est-ce que ça résonne pour toi? Ouais. Et quand tu décris cette suspension, tu vois, c'est comme quelque chose qui est en attente. Et ça aussi, c'est un conditionnement d'attendre. Et quand tu attends, tu peux pas goûter à ce qui est déjà là. Et donc, tu es là, et en fait, tu n'es jamais en suspension. Véritablement, on peut dire. Hein. Bien sûr qu'on peut imaginer être en suspension, mais ça voudrait dire qu'il y a une attente de quelque chose, d'un devenir, d'un vouloir, d'un imaginaire. Et ça te maintient dans une forme pensée, dans quelque chose qui est imaginé ici. Et puis dans l'instant, si tu goûtes, si tu simplement te laisses être là, sans savoir, sans vouloir, sans projeter, il y a une saveur, il y a une plénitude qui est là. Et à partir de là, je ne sais pas. Tu as beaucoup plus de chances d'être heureuse. C'est marrant parce que l'image, effectivement, il n'y a rien qui est suspendu. Et l'image qui me venait, c'était peut-être le ballon qui artificiellement est suspendu, ou même le chien qui est accroché. Alors que la bulle, en fait, elle navigue. Il y a quelque chose où, même si elle reste un peu au même endroit, elle ressent, elle vit, elle vibre, elle bouge. Et qu'en fait, même dans un moment qui peut être pensé comme une pause, et ben, il y a une infinité de choses qui se passent. Toujours. Mais cela se fait où je veux le faire. Et c'est vraiment voilà, de sentir, est-ce que cela se fait, ou il y a une recréation qui essaye de se faire. Est-ce que je fais confiance à la vie qui est déjà en moi? Oui. Ou est-ce que je veux recréer artificiellement des choses qui vont marcher, fonctionner comme une machine, et là c'est autre chose, quoi. Qui te coupe de cette spontanéité libre et vibrante de l'instant. Dans cet instant, il y a une richesse, quoi. C'est le printemps tout le temps. C'est le printemps de l'être qui est toujours là, quoi. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de volonté individuelle. Il y a des indicateurs. Cela n'a pas la place, c'est dans le champ de la présence que ces marqueurs de l'individu peuvent émerger. Et ce qui me vient du coup, c'est peut-être qu'il y a des moments où, étant dans cette saveur, il y aurait une envie de vivre ça aussi dans les relations. Et il peut y avoir en face
peut-être plus de rigidité ou plus de fermeture parce qu'il y a une préhension qui est plus forte, peut-être qu'il n'y a pas trop de retour sur soi ou comment est-ce qu'on peut en tant que... Là je vais dire quelqu'un mais bon c'est dans le problème. C'est dur avec les mots. Voilà, bon, on va dire en tant que quelqu'un qui est dans cette démarche, dans cette audience, être en même temps ouvert et être en même temps d'accord avec le fait qu'en face ce soit différent et ne pas en perdre la connexion, enfin rester dans cette unité. Ouais, c'est bien. S'il y a je, il y a tu. Oui. S'il y a tu, il y a je. Et s'il y a une relation entre je et tu, il y a toujours incompréhension, difficulté de connexion, il y a toujours une forme de manque. On n'arrive jamais tout à fait à se rejoindre et il y a deux points de vue, quoi. Tu vois, et donc c'est, je dirais, inexorable. À partir du moment où il y a un point de vue et un autre, le jeu du jeu va se dérouler, quoi. Mais pour la présence, cela se vit dans l'unité. La présence se voit elle-même dans le miroir de l'autre. Donc tu l'as bien dit en posant ta question. Est-ce qu'il y a point de vue ou est-ce que ça se déroule dans le champ de la présence? Dans le champ de la présence, il n'y a pas de relation coupée avec l'autre. Il y a la présence voit la présence, la conscience voit la conscience qui est à l'œuvre et le jeu se déroule dans le champ de l'unité. Le duel apparent se déroule dans ce champ non-duel. La première étape, c'est tourne le regard d'abord vers la réalisation du soi, parce qu'après tu ne verras que le soi, tu ne verras plus l'autre. Mais tant qu'il y a un point de vue personnel, alors oui, tu vois l'autre comme étant séparé, différent ou amenant des problèmes, on peut dire. Mais quand tu réalises profondément ta véritable nature, tu ne vois plus qu'elle partout. Et l'autre est juste toi-même, avec une expression différente, mais tout est toi-même finalement, tout autour de toi. Et cette maturation intérieure, cette dédiance de ce regard que tu portes à la source, va te révéler peu à peu que finalement, tout est toi. Et qu'il n'y a pas d'autre. Il y a la conscience qui se manifeste sous différentes formes, mais tu es le sans forme et le sans forme sous-tend toute cette manifestation. Et voilà, c'est là où, quand on dit il n'y a qu'un, à cet endroit qu'il n'y a qu'un avec des émanations particulières. Et l'autre, alors, tu peux, l'apparent autre, alors, tu peux le rencontrer à partir de cette vision claire, parce qu'elle est claire intérieurement. Et quand elle devient claire intérieurement, naturellement, elle se prolonge, on peut dire, extérieurement, même si intérieur-extérieur n'a plus beaucoup de sens, mais pour le langage, c'est utile. Ça va, ça résonne. Là où ça peut être parfois douloureux, c'est moi par exemple quand je pense à la guerre ou quand je pense à la torture, à la fois je perçois et peut-être un peu mentalement que ce sont des manifestations qui émanent malgré tout de la conscience, que les personnes qui se retrouvent là d'une manière ou d'une autre, ça s'est fait. Et en même temps, il y a une profonde douleur
de constater. Et il y a un questionnement, forcément, qui ne va pas jusqu'à, enfin en ce qui me concerne, ne va pas jusqu'à mettre en doute le soi, mais je sais que pour certaines personnes, ça peut créer un doute. Oui, bien sûr. Et certains diraient, mais que fait Dieu? Comment il peut permettre, c'est une autre manière de dire, hein, comment il peut permettre cette horreur. Et en même temps, c'est le reflet du mental, j'ai envie de dire. Quand tu vis à partir de la coupure avec toi-même, quand tu n'as pas tourné ton regard vers la réalisation du soi, eh bien, il y a toujours cette tendance à vouloir compléter quelque chose qui en apparence te manque. Donc tu veux obtenir un autre pays, tu veux obtenir un objet qui va... Et donc tu es tout le temps perpétuellement en guerre parce que tu as la sensation de manquer, il te manque quelque chose et tu crois que c'est l'extérieur, les objets ou quelque chose qui va combler ça. Et donc il faut que tu possèdes. Il faut posséder pour avoir l'impression d'une complétude. Et ça, c'est parce que on a oublié qu'on est complet avant tout, que cette complétude, elle est ici même. Et quand tu découvres cette complétude, tu rayonnes simplement la paix. Et tu ne peux que être en paix. Mais tu peux voir aussi que il est nécessaire, apparemment, d'avoir cette vision encore pour nous réveiller. Parce que sans la souffrance, sans tout ce qui se passe là, il y a beaucoup d'êtres qui se tournent vers justement l'éveil actuellement, puis avec YouTube, enfin tout ce qui est à notre portée, c'est juste magnifique. Et c'est que la conscience a besoin de ça pour se tourner vers elle-même, réaliser sa profonde nature et abandonner ce conditionnement, ces millénaires d'habitudes, de souffrance, de torture, d'oubli de soi. Et on pourrait dire, nous avons tous joué à ça. Il y a cette nécessité de se perdre dans le jeu du jeu, le jeu de l'autre, avec tous ces égarements, aller quelque part jusqu'au bout, jusqu'au dégoût, et pour pouvoir vomir ce jeu à un moment et s'en libérer, quoi. Et donc, il y a ça n'empêche pas la compassion pour celui qui est pris par ce jeu, mais en même temps, on peut voir l'utilité de ce vomissement, de cette libération. Et j'ai été à ce point dans ce dégoût que je peux plus. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis tourné vers tous les objets. Les objets ont révélé leur incomplétude, leur inutilité. Je reviens à moi-même, c'est-à-dire à ce soi, et soudain, le jeu s'arrête. Hein, et je me rends compte que ça a été un long rêve. Hein, mais, donc, il y a profondément, j'aime beaucoup ce mot, une nécessité. Quoi. Et ça prend du temps. Il y a une dédiance qui est vraiment nécessaire. À un moment, on peut dire, tu commences à te réveiller, hein, à souhaiter en tout cas te réveiller. Tu vois ton endormissement. Souvent, c'est la souffrance qui peut être déclencheur de ça, et c'est parfait. Et après, c'est prendre le temps de la maturation, parce que ça te demande à la fois de ne plus donner de pouvoir aux habitudes que tu as nourries, les croyances que tu as crues sur toi-même, voilà. Vraiment prendre le temps de dissoudre ça. Hein, ça se dissout dans la conscience, hein, il n'y a pas quelque chose à faire pour le dissoudre, c'est vu clairement depuis la conscience, ça se dissout, et ton regard, au lieu d'être porté vers les objets, vers la manifestation, vers l'acquisition, vers le développement personnel, qu'est-ce qu'il fait? C'est que il revient à la source. Et en fait, plus tu fais ça, tu retournes tout le temps ton regard à la source, tu ramènes tout le temps ton regard là, ça se révèle, et tu n'as qu'une chose à laquelle
croire jusqu'à ce que ce soit complètement révélé, c'est je suis le soi. Si tu dois remplacer toutes les croyances, pour le moment tu n'en gardes qu'une, c'est je suis le soi, la conscience, peu importe le mot qui va résonner. Et à un moment, ça doit être aussi traversé, parce que ça ne peut pas être une croyance. Ça doit être révélé et pleinement tu t'établis alors là. Et il n'y a même plus de tu qui s'établit. Ça s'établit parce que cela se reconnaît et cela sait qu'il n'y a que cela qui est. Et voilà. Mais la maturation est nécessaire. Même les êtres qui ont soudainement, leur vraie nature leur a été révélée, il a fallu un temps d'assimilation. Donc pour chacun c'est différent, il n'y a pas de recette. Mais de toute façon, s'il y a la détermination, si à l'intérieur ça dit oui à cet appel de cette reconnaissance, la grâce œuvre, ça se fait quoi. Ça se fait, on ne sait pas les chemins que ça prend, c'est donné, c'est cadeau quoi. La maturation est nécessaire quand il y a encore la personne qui est très présente, on pourrait dire, et même quand elle s'est essentiellement dissoute, il y a toujours une maturation qui est nécessaire. La conscience, tant qu'elle est incorporée, elle mature sans fin, on peut dire. Et plus nous laissons cette œuvre s'accomplir, cette infusion se faire, plus c'est puissant, parce que plus c'est l'œuvre de la grâce. Profondément, c'est soutenu par l'abandon de ce qui reste de l'individualité. Et je trouve qu'on est très chanceux d'avoir eu cette graine, on peut dire, enfin un moment c'est à peine. Je sais pas comment c'est venu, un moment c'est là et oui. Et c'est une chance de faire cette révélation, révolution, je sais pas quel mot il faut mettre. Et je crois que ce serait mon seul souhait pour tous les êtres, que chacun ait cette opportunité de tourner ce regard-là à la source, se résorber en lui-même et vivre dans ce bonheur indescriptible. C'est une très grande chance, mais elle va être contestée. Oui. C'est ça qui est fou, c'est à la hauteur, on pourrait dire, de la puissance, de la beauté de ce qui se révèle. Il y a une contestation, une terreur qui va essayer d'ébranler ça, d'où l'importance de garder le cap et de respecter ce courant intérieur. Parce que pour chacun, voilà, ça passera par l'émergence des démons et de trouver la capacité de ne pas les écouter. Au final, c'est aussi simple que ça, il n'y a qu'à ne pas les écouter, ne pas leur donner le pouvoir, parce que ils ont besoin que le pouvoir qui est au cœur concède quelque chose à ceux qui murmurent. Mais si nous ne concédons rien, ils vont s'éteindre. Donc nous avons juste à rester rivés dans le cœur. Mais il y aura cette confrontation. Et dans cette confrontation, souvent, on a besoin d'un soutien. C'est difficile d'opérer cette traversée seule. L'importance d'être dans une communauté de pratiquants, d'être avec des personnes qui ont cette dédiance commune. C'est bien que tu parles des démons, parce que je pense que tout à l'heure, quand tu évoquais, Muriel, le fait qu'il puisse y avoir parfois une sensation où d'un coup il y a une découverte, et ça peut être confondu peut-être avec le fait qu'il y ait un état agréable, ça peut être confondu avec ça y est, et ensuite s'il y a un état désagréable, les démons, etc., tout d'un coup, ah ben non, mais en fait non, je n'ai
je n'ai pas cette capacité, ou en fait c'est pas mon chemin, ou tous les doutes qui prennent la place, parce qu'il y a en fait un désir de retrouver l'état agréable. Et donc il y a une confusion. Oui. Et au début, ça va faire ça parce que il y a l'impression que ah ça y est. Est-ce que on touche un état et alors on veut conserver. Et voilà, là c'est important de voir ce mouvement qui veut saisir, qui veut garder. Et comme ce que nous sommes n'est pas un état, mais les contient tous, c'est voilà, se souvenir, ah non, je suis ce qui perçoit l'état qui est en train de se manifester. Et voilà, je ne suis pas cet état, que ce soit l'état agréable, désagréable, tous les états finalement, aucun n'est moi. Et de rester vigilant parce que ce mouvement de saisissement, de vouloir retrouver, de vouloir garder, de croire qu'on y est arrivé, de dire ah c'est pas pour moi, non c'est raté, ah ce sera pas pour dans cette vie, enfin toutes ces voix, elles sont là finalement. Et si je ne les crois pas, mais juste j'observe, ça émerge, okay. Je nourris pas, comme dit Jean-Philippe, je nourris pas. Ça meurt et finalement ça perd de sa puissance, quoi. Et plus il y a une lucidité de départ, plus c'est simple. Parce qu'il y a une confusion de base. J'ai pris la manifestation de ce non-état que je suis pour ce que je suis. J'ai confondu, comme tu le disais une fois, j'ai trouvé c'est joli, la fleur et son parfum, quoi. Donc il y a une confusion. Je me prends pour le parfum de la fleur. Et tant qu'il y a cette confusion, forcément, il y aura une tension parce que le parfum est changeant. Le parfum n'est pas durable. C'est la fleur seule qui est durable. Et donc, à partir du moment où il y a cette lucidité, à ce moment-là, ça lâche. Tout devient plus simple. Il y a encore une forme d'égarement à la base de ça. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir un deuil à faire, d'imaginer avoir perdu ou gagné quelque chose. La lucidité de la conscience se braque à cet endroit. Je vois que je me suis encore focalisé sur quelque chose, ça lâche et je reviens naturellement. Ce qui est la trame. Et on pourrait dire qu'il y a des principes assez simples. C'est que on a conféré à nos pensées la primauté. On a toujours cru nos pensées, on s'est dit c'est ça, en fait, la référence. Et pendant un moment, tu peux ne plus croire aucune pensée. Déjà, ça va faire un grand élagage. Et parce que tant que l'attention elle est focalisée là, elle est focalisée à l'avant-plan. Et c'est revenir avec l'attention toujours là. Et finalement, quand les pensées s'élèvent, elles seront vues avec lucidité, avec clarté, mais elles seront plus prises comme la référence. Et donc, c'est quitter la référence à la pensée. Et on voit aujourd'hui dans le monde ce qui se passe. Quand la référence est la pensée, ça fait quand même pas mal de catastrophes. Et si la référence, on voit dans les ashrams, si la référence est le soi, comment est la vie alors? Comment est la vie vécue à partir d'ici? Mais aussi, et ça c'est assez frappant, comment établi en toi-même, tu rayonnes autour de toi et finalement, comment les autres aussi bénéficient de ce champ qui naturellement, tu fais pas quelque chose pour ça. Ça se fait, on peut dire, de soi, mais comme tu es établi en toi-même, ça rayonne de toi-même, donc de l'autre, puisqu'il est toi-même. Et donc, ça influence aussi ton entourage et ça interpelle.
Merci beaucoup. Ouais, trop bien, merci. Merci pour ces questions.